Bon, bah, merci en tout cas d'être venu en cette fin de soirée de novembre pour discuter ensemble du graffiti et du dessin. Donc, je voulais remercier aussi Valériane Mondo qui va peut-être nous rejoindre et puis bah, évidemment l'équipe de Fluctuart aussi pour cet accueil. Donc moi je vais modérer cette table ronde avec Jean Faucheur et je suis Cécile Cloutour, donc coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain. Et je vais laisser Jean se présenter et dire 2 mots sur la fédération. Oui, je vais être très rapide. Donc c'est une association qui a été créée en 2018 avec le soutien du ministère de la Culture et à la suite de l'étude nationale sur l'art urbain. Donc elle représente un petit peu les pratiques plurielles de l'art urbain qui vont du graffiti, qui est l'art de la signature, le street art, l'affichage, le pochoir, le sticker, le détournement, les performances, les installations, etc., ainsi que le néo-muralisme, que sont les pignons peints. Les pignons peints, c'est pas mal ça, les pignons peints. Mission auprès aussi des artistes, des associations, des commanditaires, publics ou privés. Nous faisons des rencontres, des accompagnements, des mises en réseau, et nous avons récemment aussi engagé un grand projet qui s'appelle le projet Arcane sur un centre national des ressources numériques de l'art urbain qu'on a présenté d'ailleurs à l'Institut du Centre allemand d'histoire de l'art. Du Centre allemand de l'histoire de l'art, voilà. Donc l'idée, les enjeux est bien sûr de questionner les pratiques de l'art urbain, d'apporter du contenu, de transmettre cette pluralité, d'où notre présence aujourd'hui à vos côtés pour questionner notamment les pratiques du graffiti, qui nous semble important de faire. Avant d'avancer un peu plus loin, je voulais juste, pour préparer un peu mon intervention, j'ai été voir du côté du dictionnaire. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que c'est que le mot dessin, D-E-2-S-I-N. Alors c'est là où j'ai appris que le mot dessin tire son étymologie de dessin avec E-I-N. Alors le dessin, c'est un projet. Hein. On a un sombre dessin, c'est-à-dire qu'on a un projet, un mauvais projet. Et c'est à partir du XVIIIe que ces 2 mots prennent un sens distinct, comme si l'art avait fini par séparer le geste de dessiner du projet, de l'intention. Donc je trouvais ça assez intéressant comme remarque pour le dessin. C'est-à-dire qu'en définitive, quelque chose, on a perdu un petit peu, avec le dessin d'art, l'idée de quelque chose qui était d'une pratique un petit peu, qu'on va retrouver, à mon sens, aussi dans le graffiti, c'est-à-dire préparer un dessin en vue de sa réalisation. Et du coup, on voit bien aujourd'hui, avec cette expo qu'on a ici, à quel point c'est juste. Alors, je vais aussi reprendre juste une citation de Cocteau, qui disait... Tu me disais, donc là il parlait de Jean Giraudoux, que les dessins étaient une écriture. Je trouve que ton écriture était du dessin. Voilà, on se pose toujours la question de savoir si le graffiti, le writing, c'est de l'art. Pour moi, c'est de l'art parce que le dessin ne se limite pas à des formes, et d'ailleurs c'est aussi ça, d'ailleurs, leur représentation sur une surface de la forme, éventuellement des valeurs de lumière et d'ombre d'un objet ou d'une figure plutôt que de leur couleur. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Cécile. Merci Jean pour ces éclaircissements. Donc voilà, on est très heureux d'inviter ici 3 intervenants au profil très différents pour discuter ensemble du dessin dans le monde du graffiti. Parce que c'est en effet un sujet dont on parle peu et à la Fédération de l'art urbain, on a à cœur de parler vraiment de la pluralité des pratiques dans ce milieu. Et j'ai souvenir quand j'avais travaillé aussi sur l'art urbain que je m'étais penchée un peu sur les sources et les recherches faites sur le dessin, notamment à la question de la lettre. Et j'avais trouvé assez peu d'ouvrages en fait scientifiques sur ce sujet, si ce n'est François Chastanet qui travaille qui est typographe et qui questionne énormément la lettre, notamment les Picasso et le cholo writing en Amérique. Et j'ai souvenir aussi d'un autre livre que je cite qui est du graffeur Wash, qui était Black Book, les mains dans l'alphabet, qui était vraiment un premier livre, même pour les néophytes, qui permettait vraiment de comprendre comment les graffeurs questionnent la lettre. Donc pour vous présenter, donc on a ici Darko, bienvenue. Donc tu es artiste et tu as commencé dans le graffiti au début des années 80. Et dès cette époque, donc, tu as expérimenté le travail du lettrage et de l'alphabet, en travaillant notamment les effets de perspective et du wild style, dit aussi style sauvage, qui est né aux États-Unis.
Tu œuvres pour la reconnaissance de l'art urbain et du graffiti, et tu as donc participé à l'élaboration et à l'écriture de cette exposition que vous avez autour de vous aujourd'hui. Tarek, bienvenue, donc tu es également artiste, issu du graffiti, et tu as participé donc à la coécriture du livre Paris Toncar avec Sylvain Doriat en 1991, qui est vraiment l'un des premiers livres d'art consacrés au graffiti à Paris et qui a connu une grande diffusion. Tu as également longuement séjourné au Moyen-Orient et tu as ensuite repris l'édition du magazine du même nom dédié à l'art urbain, donc Paris Toncar, depuis 2010. Et parallèlement, tu développes tout un travail pictural, photographique et dans le monde de la bande dessinée. Je vais laisser Jean présenter Anne. J'ai ce plaisir de présenter Anne, donc, qui œuvre dans les milieux de l'art où tu travailles sur les subcultures pop. Tu nous expliqueras peut-être un peu de quoi il s'agit un peu plus tard, tout en t'impliquant dans les domaines du documentaire, de l'édition et du spectacle vivant. En 2014, tu étais notamment commissaire de l'exposition Tatoueur Tatoué au musée du Quai Branly Jacques Chirac, et tu avais également fondé en 2010, à côté de Julien de Hay, son compagnon de toujours, c'est bien de remercier les compagnons de toujours, Hay Modern Art et Pop Culture, une structure pluridisciplinaire associant... Voilà. Ah, Pardon, vas-y. voilà qui arrive. Voilà, il ne faut pas se retourner sur ces chaises-là, elles sont un peu casse-gueule. Et notamment a rendu visible un art longtemps regardé comme alternatif. Voilà. Alors, pour commencer, je m'adressais à Darko. Le terme sketch est donc le nom de cette exposition et désigne l'esquisse d'un graffiti dessiné sur papier. L'enjeu ici pour vous et pour Valériane Mondo, qui est l'autre commissaire de l'exposition, a été de présenter la pratique du dessin qui reste méconnue par les publics et par les personnes extérieures au graffiti. À travers cette exposition, on constate donc qu'il s'agit d'une étape essentielle pour le graffeur afin de préparer à la fois l'intervention de rue mais aussi de parfaire son style. Donc ma première question est assez simple. Cette pratique du dessin, est-ce qu'elle est présente finalement dès les origines du tag et du graffiti? Et pour quelles raisons? Et comment s'est-elle diffusée? Alors oui, elle est présente dès le début, puisque quand quelqu'un commence à s'intéresser au graffiti writing, il ne va pas directement dans la rue, il ne sait pas très bien comment ça se passe. Souvent, il y a un background de dessin déjà en amont, ce sont souvent des adolescents qui commencent à dessiner même bien avant de s'intéresser au graffiti et qui s'exercent en faisant par exemple des signatures, donc des tags, pendant très longtemps sur du papier, leur cahier d'école, et qui par la suite, en partant souvent de cette signature, commencent à dessiner des lettrages beaucoup plus construits, donc des typographies, non plus des calligraphies comme des signatures. Et donc ce dessin a toujours été là, dès le départ, et en amont, même avant de commencer à peindre réellement à la bombe et sur des murs ou des trains ou autre chose, des tableaux. En règle générale, on prévoit, on fait une esquisse, un sketch, esquisse en anglais, comme tous les peintres, tous les sculpteurs, tous les architectes, tous les créatifs qui prévoient un projet avant de passer vraiment à la réalisation de l'œuvre en photo. Et est-ce que ces dessins, ils avaient la vocation d'être vus ou c'était vraiment quelque chose de très intime? C'est super intime en fait, c'est vraiment là que ça se passe, c'est là qu'on construit la typographie, c'est là qu'on construit la pièce en elle-même, et du coup toutes les réflexions etc. se font à ce moment-là. Le fait de le reproduire sur une autre surface, comme un tableau ou un mur, c'est une reproduction. Et on peut le faire à la limite même de façon infinie à partir du même dessin en théorie. Alors c'est pas souvent fait comme ça, mais en théorie c'est faisable. Mais parfois on passe même beaucoup plus de temps à dessiner, à réaliser le projet sur papier avant la peinture et la réalisation que
la pièce, enfin la peinture en elle-même. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important qui a toujours existé, mais c'est quelque chose qu'on ne montre pas ou très rarement, ou vraiment à une sélection de personnes qui font partie d'une certaine intimité, à un groupe, un collectif, un crew, avec qui on partage cette même passion et avec qui on développe parfois même une façon de faire, un style ou une démarche, etc. Et de mon expérience, moi j'ai fait, quand j'étais aux Arts Déco à la fin des années 70, j'ai fait une section peinture art mural. Et on a fait donc des fresques, des mosaïques, des peintures murales comme ça. Et on partait toujours en effet d'un dessin. Et ces dessins, généralement, on les agrandissait au carreau. Dans le graffiti, on n'agrandit pas au carreau, on est vraiment dans une réalisation en direct. Donc est-ce que tu pourrais me donner un petit peu quelques indications du fait que l'esquisse est importante pour anticiper et je dirais projeter ce que l'on va faire en vrai avec le temps limité, parce que bon, voilà, on n'a pas toute la journée pour faire un graphe. Alors effectivement, à la base, comment dire, la plupart des graffeurs ont un peu appris à la dure, c'est-à-dire que on est passé par l'école de la rue et avec le contexte parfois illégal, ça oblige à aller vite et à tout prévoir à l'avance. On travaille souvent dans le noir, donc on n'a pas le temps. C'est une situation particulière qu'on ne peut pas comparer avec un travail de commande ou même fait de jour qui se fait en parallèle. Tout ça, ça coexiste, c'est ça qui est intéressant. Mais cette école-là permet d'apprendre de façon très, très intense le fait de pouvoir reproduire ce dessin qui souvent est grand comme ça. C'est très rare que le dessin soit très très grand, mais souvent il tient dans une main et à partir de ça on reproduit ce dessin-là sans carreau, dans le noir, sans visibilité aucune, au départ en tout cas. Et c'est ça qui permet de forger un style, un caractère, une patte, puisqu'on travaille dans l'urgence avec cette pression et à force on s'habitue à le faire et je trouve que ça se reflète bien dans les œuvres, enfin dans les grandes œuvres, les fresques murales, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines des œuvres ici où on montre le sketch et la réalisation et les différences qu'il peut y avoir entre le sketch, c'est-à-dire le rêve projeté, et puis sa réalité qui des fois est dépendante, surtout quand c'est sur des trains. C'est là où ça se complique. Alors, peu importe le support, en fait, le support il est vraiment secondaire. Après, le contexte change, si c'est fait de nuit, ou s'il y a un éclairage, si c'est une commande, si c'est fait de jour dans un terrain, si c'est fait sur un tableau, ou sur une surface qui fait 10 mètres de haut, sur 20 mètres de large, c'est très différent. Alors que le dessin, il peut toujours être le même, alors que le support change et on reproduit le même dessin. Donc après, il y a toujours une partie qui reste spontanée, parce que la plupart des dessins sont en noir et blanc, la technique n'est pas la même, donc on essaie de reproduire évidemment les effets qu'il peut y avoir avec cette technique-là, mais c'est jamais la même chose. Donc du coup c'est un petit peu... Enfin, ça dépend vraiment du contexte plus qu'autre chose. Et il y a quelque chose de très intéressant dans l'expo, tu as participé... Tu as fait le commissariat avec Valériane, c'est qu'il y a vraiment des objets dont on sent qu'ils sont précieusement gardés par ceux qui les ont faits, des carnets, des petits carnets, des choses comme ça. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur ces carnets? Alors, comment on les transmet, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les conserve? Alors on les garde précieusement si possible. Alors il y a beaucoup de dessins qui sont perdus pour différentes raisons. Mais on essaye ou de dessiner, alors il y a différents types de carnets, on peut les appeler les black books ou les sketchbooks, alors c'est pas tout à fait pareil, mais en gros ce sont des carnets dans lesquels on dessine ou on fait dessiner, ou alors dans lesquels on colle des dessins ou des inspirations ou des choses ou des photos qu'on collectionne et qu'on rassemble dans un ouvrage en fait. Et du coup,
ces choses-là, c'est un peu comme un journal intime, donc c'est pas destiné à être lu par tout le monde, ou alors on partage des parties ou les dessins avant de les cacher avec ses copains en fait, et aux comparses, et du coup c'est quelque chose qui est vraiment gardé précieusement et qui alimente aussi, qui inspire la personne, et qui ce sont des choses sur lesquelles on peut revenir parfois. On revient sur des dessins, on ressort des dessins qu'on a fait il y a 5, 10, 20 ans, et on retravaille dessus, ça peut arriver. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un suivi un petit peu de l'évolution de tout ça. Et là, on parle donc d'un travail de l'intime, mais finalement, dans cette exposition, ces dessins sont exposés à la vue de tous. Donc, comment ça s'est passé avec les graffeurs pour mettre en place en fait cette exposition? Alors, très bien dans l'ensemble, puisque c'est... pour ma part, j'étais très étonné que beaucoup de gens pensent que les graffitis, ou ce type de graffiti, est quelque chose d'essentiellement spontané, et que à partir de rien, on improvise des choses sur un mur, et qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de réflexion, ou quasiment pas, que c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi forcément, alors que la plupart des graffeurs passent des heures, voire des jours ou des semaines à s'entraîner à écrire ne serait-ce qu'une seule lettre, ou un enchaînement de lettres, donc leur nom, leur tag, avant même de les dessiner, et une fois qu'on passe à la typographie, donc au dessin de la lettre, ça devient encore plus compliqué de trouver des enchaînements cohérents qui sont bien en phase avec le rythme de l'ensemble, que tout s'équilibre, etc., que ce soit en harmonie, etc. C'est plus ce genre de choses, et on s'entraîne parfois pendant des semaines avec ses compères pour s'influencer mutuellement, ou se donner des conseils ou des avis, et parfois on passe des heures ou des nuits entières à bosser sur une flèche, une étoile, une lettre en particulier, ou une partie de lettre. Et ensuite, tout ça est digéré et recraché ou repensé, recalculé sur une feuille de papier. Et puis après, on s'en sert comme matrice en fait pour le reproduire sur une surface différente. Et donc ça peut être très différent de surface en surface. Si on peint sur un mur, alors qu'il soit extérieur dans le froid, avec le vent, en intérieur, avec la chaleur, l'humidité ou pas, que ce soit un train, un bus, une commande, pas une commande, dans un terrain ou sur un tableau ou une voiture, tout ça, ça influe, mais c'est le contexte. Alors que le dessin, ça peut être toujours le même. Théoriquement, il y a des graffeurs qui ont un seul dessin, qui vont faire pendant quelques années, et après ils vont passer à autre chose. Ce qui m'a toujours un peu frappé avec les gens issus de cet écosystème du graffiti, c'est que j'ai souvent eu l'impression d'être en face de graphomaniaques un peu. Au bout d'un moment, ce sont des gens qui passent leur temps à écrire. Alors, des fois, ça se fait à travers le tag ou le graffiti, mais d'une certaine manière, quand on voit les dessins et la quantité des dessins qui sont là, il y a une impression, à un moment donné, de se perdre dans le dessin. Alors, chaque individu est différent, chaque graffeur a une démarche différente, bien sûr, mais c'est vrai que ce qui maintient l'ensemble, c'est vraiment l'écriture de son nom, qui peut changer. On peut en avoir plusieurs, on a les noms de groupe, parfois on n'écrit rien. C'est pour ça que c'est souvent pas lisible d'ailleurs. Pour moi, il n'y a aucun intérêt que ce soit lisible, puisque la plupart du temps c'est le nom, donc c'est pas super intéressant de voir que c'est toujours Jean-Pierre qui a écrit, donc c'est annexe en fait pour moi. Mais après, ces lettrages-là, bien qu'ils soient quelquefois décorés par des personnages ou des scénettes ou des choses comme ça,
c'est vrai que c'est un petit peu la base. Et on s'intéresse en règle générale, ou la plupart en tout cas, à toute forme de symboles, d'alphabet, etc. Et c'est pour ça que beaucoup de graffeurs font l'expérience de au moins essayer de prendre parfois des alphabets différents, l'alphabet hébraïque, arabe, les pictogrammes asiatiques, etc., pour faire des graphes. Aujourd'hui, il y a des graphes dans n'importe quel alphabet, voire même des alphabets totalement inventés. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que ce sont, enfin, un petit peu enfin, en tout cas, intéressés par ça. Alors, on n'est pas scientifique ni rien, on n'a pas du tout cette analyse-là. En revanche, on prend toutes ces choses-là, que ce soit des lettres médiévales, ou de la typographie, ou de la calligraphie ancienne, ou des choses comme ça, et du coup, on s'inspire de ce genre de choses, et ça peut être aussi une base de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un petit peu à chacun des intervenants de s'exprimer, et ensuite, si vous voulez poser des questions après, ce sera avec grand plaisir. Donc ça, on va un petit peu... Là, on va interroger Tarek. Merci Darko pour ce témoignage. Oui, alors ensuite j'ai des questions pour Tarek, parce que tu as participé donc à la création et à la diffusion du livre Paris Tonkar en 1991 et du magazine du même nom qui est édité à partir de 2010. Et ces deux types d'ouvrages, livres et magazines, présentent les scènes graffiti et street art du monde entier à travers des interviews, des relais d'actualité et des chroniques photographiques notamment. Cette édition, finalement, elle a permis vraiment la diffusion de ces cultures en parallèle des fanzines, puis des réseaux numériques qui se sont fortement développés au début des années 2000. Et toi, en tant qu'artiste et auteur, comment tu as abordé le support dessiné dans le livre Paris Tonkar, puis dans son magazine? Donc autrement dit, est-ce que tu as fait le choix dès le début de les montrer et voire de les analyser et de ce fait, as-tu constaté aussi une évolution des dessins au fil des années en parallèle de ta propre pratique artistique? Alors, il y a deux périodes en fait très très différentes. Il y en a une, j'étais adolescent, donc quand je faisais le livre, je dessinais depuis l'âge de 3-4 ans. En fait, j'ai commencé à dessiner avec Goldorak. Étonnamment, c'est pour ça que là, on vient d'organiser une expo sur Goldorak avec des copains. Et c'est vrai que quand, Darko le dit très bien, quand j'ai commencé à découvrir le graffiti, je me suis pas mis dans la rue avec un carnet pour recopier ce que je voyais. Parce que bon, j'étais trop jeune pour le faire. En fait, de mémoire, j'ai redessiné ce que j'avais vu. Et bon, c'était pas très beau, parce que ce que j'avais vu, je l'avais pas très bien compris à l'époque. Et ça m'a servi beaucoup après à envisager le graffiti à travers le dessin, en fait. C'est pour ça que quand je faisais le livre, je demandais souvent de voir les books de chacun. Et tous ceux que j'ai rencontrés à l'époque, j'ai vu leurs books, et ils m'ont fait d'ailleurs certains des dessins, parce que Darko ne l'a pas dit, mais on se fait des dessins entre nous aussi, dans les books respectifs. Il n'y avait pas ce côté comme maintenant où on a tendance à moins partager. À l'époque, on partageait beaucoup. Moi, j'ai vu des books où il y avait des Basquiat dedans, Kasserwin qui avait fait des dessins dans le book de mode, par exemple. Il y avait des choses assez hallucinantes. Hein. Et donc, quand on était en train de préparer le livre, comme on pratiquait, et surtout Sylvain, mon co-auteur, qui était lui plus déchaîné que moi, on avait réellement ce contact au dessin permanent, parce que on voyait on savait comment ça fonctionnait, donc on savait que c'était important. Et d'ailleurs le livre, dans le livre, j'ai demandé à Eraz à l'époque de faire tous les titres, c'est lui qui les a dessinés. Ce sont que des titres dessinés à la main, c'est pas des logos. Hein. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu gravebook aussi hein, dans le livre. Et après, bon, le magazine c'est différent, parce qu'entre les deux, il y a quasiment 10 ans de ma vie où je vais faire beaucoup de choses. Parce que j'ai habité au Moyen-Orient, donc là j'ai fait de la calligraphie arabe. Et donc là j'ai découvert une autre manière de travailler la lettre. Parce que je pense que quand on commence quand on aime la calligraphie arabe ou chinoise ou japonaise, sont des calligraphies qui sont très très intéressantes parce que l'idéogramme ou le mot véhicule aussi un sens. Alors que dans l'alphabet occidental, quand on écrit A, c'est A. Quand on écrit Elif en arabe, c'est beaucoup de choses en fait. Donc c'est ça qui est intéressant.
Et pour le magazine, entre-temps, en fait, j'ai fait de la bande dessinée. Et là, je vis dans un monde, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est les tenanciers de l'école classique du dessin en France, ce sont les auteurs de bande dessinée. Si vous aimez l'école classique du dessin, il faut connaître les dessinateurs de BD. Et comme j'étais scénariste, donc j'ai travaillé avec plus de 60 dessinateurs et avec des dessinateurs très divers. Et surtout, je suis devenu ami avec Moebius, paix à son âme, avec beaucoup de gens comme ça, Rosinski, avec des dieux du dessin, Carlos Nin, Topi, qui était dans la même maison d'édition que moi, un vieux monsieur, quand vous le voyez dessiner, vous êtes traumatisé à vie. Et réellement, c'est impressionnant. Et donc c'est vrai que quand on lance le magazine, on a envie de parler de bande dessinée aussi, parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de copains qui faisaient de la BD, qui étaient passés par le graffiti, étonnamment. Et ça, c'était pour moi le prétexte de se dire, tiens, on va faire un truc sur Van Baudet, qui fait de la BD underground, mais qui a été une des grosses sources pour les New-Yorkais, et un peu moins pour les Français, mais quand même. Et comment j'envisage le dessin dans le magazine? En fait, on a créé une rubrique qui s'appelle Sketchbook, tout simplement. On demande à des personnes de nous envoyer une sélection de 50, 60 dessins, et on fait un choix, on met leurs dessins. Et d'ailleurs, la partie tag et la partie sketchbook sont les deux parties qu'on nous reproche le plus, sauf les gens du milieu. C'est assez étonnant, hein. Les gens qui ne connaissent pas très bien le graffiti ou s'intéressent un peu aux arts urbains, mais pas plus, la partie tag, elle bloque. Il y a des gens qui nous ont dit clairement qu'ils n'aimaient pas cette partie. Et la partie sketchbook, ils ne voient pas l'intérêt. Parce qu'en fait, ils ne voient pas l'intérêt du dessin, parce qu'ils pensent que c'est pas de l'art urbain. Mais en fait, le début du mur, c'est d'abord le dessin. Et quand on parle de dessiner, en fait, quelle est la particularité du dessin dans le graffiti? Et tu l'as un peu évoqué. C'est un dessin qui va permettre de visualiser après, parce que moi c'est comme ça que je travaille aussi, mais je pense que tout le monde travaille de la même manière. Moi quand je dessine un totem que je vais reproduire sur un mur, la taille du mur je m'en fous, c'est pas le problème. Mais quand je l'ai dessiné 5, 6, 7, 8, 10 fois, je peux le dessiner les yeux fermés limite, parce qu'en fait j'ai le geste, et c'est le geste qui est important. Voilà. Donc en fait le graffiti n'existe que parce qu'à un moment des jeunes new-yorkais, il faut l'avouer, se le dire, ils ont voulu commencer à dessiner sur autre chose qu'un papier, en fait un bout de papier. Ils se sont dit tiens on va dessiner sur des trains parce qu'on va voir notre nom circuler. Ils ont commencé à mettre des couleurs dans la ville. En France c'est pareil en fait, hein. Tout le monde dessine, hein. Tous les ados, moi je fais des ateliers avec des enfants, tout le monde dessine. Mais le passage à l'acte sur un autre support, c'est ce qui a fait la différence à cette époque, tout simplement. Mais tous les métiers de création, il y a du dessin. Après, il y a une exigence qui est différente. Je pense que le métier le plus exigeant dans le dessin, dans la création, ça reste la bande dessinée. Il faut imaginer dessiner pendant 1 an, tous les jours, pour faire un album. Ce livre va être fabriqué en 1 mois, il va être en librairie en facing d'1 semaine, et voilà, donc pour une lecture d'1 demi-heure à 3/4 d'heure. Donc c'est quand même un travail très complexe aussi. Quel est parce que tu as parlé de calligraphie, oui. Moi j'ai toujours été fasciné, ma grille de lecture à moi, elle est ne venant pas du graphe, elle a été plutôt venant de la calligraphie, et j'ai toujours vu le tag, c'est comme ça que j'y suis arrivé, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'apprécier, à travers la calligraphie. C'est-à-dire que moi je le vois selon un mode du geste, de l'espace, du plein, du délié, de la forme, comme ça. Quel est le rapport des praticiens que vous êtes à cette calligraphie, au sens traditionnel du terme? Ouais, le tag, ça reste c'est profane. En fait, la calligraphie, c'est spirituel. Oui, il y a une très grande différence. Okay. Quand j'étais à Damas, ceux qui m'ont appris à faire de la calligraphie, c'était pas des artistes peintres, c'était des maîtres en calligraphie. Et il fallait respirer il fallait avoir la bonne respiration pour faire le bon geste. On ne peut pas tout faire. C'est très complexe en fait, hein. Et à l'époque, il y avait un graffeur qui maintenant ne peint plus, mais il est réalisateur, Dike, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était d'origine japonaise, et lui faisait de la calligraphie japonaise. Et il l'a pratiquée comme la calligraphie traditionnelle, il ne l'utilisait pas dans le tag. C'est assez récemment, c'est quand les pays arabes ou les pays asiatiques ont commencé à faire du graffiti, qu'ils ont rendu profane leurs lettres, mais avant, c'était pas du tout le cas. Les maîtres en calligraphie ne font pas de graffiti en général. D'ailleurs, je pense même qu'ils comprennent même pas qu'on puisse faire ça.
et comment les gens du graffiti, donc des profanes, athées, etc., voient, par exemple, la calligraphie japonaise. Qu'est-ce qu'ils en retirent quand ils en retirent quelque chose? J'en ai parlé à des personnes autour de moi qui ont commencé à faire, à l'époque de Paris-Tonka, il y a Drone, qui était un copain, qui peignait, il faisait des graphes en japonais. Et lui, il ne voyait pas l'aspect spirituel, hein. Il avait totalement passé outre ce côté-là. Il avait transformé les lettres japonaises en graphes. Après, il faudrait poser la question à chacune des personnes. Moi, pour connaître ce milieu, je pense que l'aspect spirituel dans la calligraphie doit leur passer très très haut au-dessus de la tête, parce que ça n'existe pas en France en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut vivre que dans les pays où c'est encore pratiqué et vécu comme tel. Hein, alors, je ne sais pas si vous connaissez un calligraphe qui s'appelle Hassan Massoudi. Oui, donc Hassan Massoudi, il a rendu la calligraphie très accessible au public occidental, mais ça reste profane ce qu'il fait. Et certaines de ses œuvres sont totalement spirituelles et celles-là sont moins accessibles. Étonnamment, on n'arrive pas à lire en fait. C'est des calligraphies qu'on n'arrive pas à lire même quand vous connaissez l'écriture. C'est très particulier. Ça donne un peu cette sensation que c'est très ésotérique. De la même manière, lorsqu'on voit le tag vu profane, c'est-à-dire du vulgum pecus, on le voit comme quelque chose d'illisible, d'ésotérique. Il y a un secret derrière ça. C'est pour ça que je faisais un petit peu ce rapport entre le tagueur et le calligraphe, qu'il n'y ait pas de notion spirituelle ou supérieure. Oui, mais peut-être qu'ils font de l'art malgré eux. Comme on dit, on fait de l'art malgré soi. Peut-être qu'ils font du spirituel malgré eux. Moi, c'est ce qui m'a attiré, hein. C'est le côté caché, hein. Et je pense que c'est beaucoup d'ados ont été attirés par ça. Le côté interdit, caché, lisible par ceux qui le pratiquent. Et c'est vrai que Tarkan en parlait, il disait parfois c'est pas du tout lisible. Le but n'était pas de le rendre lisible aux gens dans la rue, c'était de le rendre lisible par ceux qui connaissaient le tag. J'ai des copains qui ils s'en foutaient si ils passaient dans les journaux, tout ça. D'ailleurs, ils ne sont pas du tout connus parce qu'ils n'ont pas été médiatisés. Mais en revanche, ce qui les amusait, c'était quand ils passaient le matin avec son cartable, ils allaient en cours et sur la ligne B du RER, ils voyaient leur mur et je pense qu'ils étaient les seuls à être contents de voir ça. Et le côté, en fait, le côté caché est important et le dessin, tu as parlé de la dichotomie qui s'opère entre dessin EIN et dessin I. En fait, elle est concomitante avec la disparition de la présence du sacré dans l'art et dans le dessin aussi. C'est qu'à un moment, l'art devient aussi profane en général. Quand on regarde dans l'histoire de l'art, hein, l'art pendant quasiment jusqu'au XVIIIe siècle est toujours religieux. Et à un moment, une partie, quand l'ego prend le dessus sur l'art, on commence à signer son œuvre, on commence à être de moins en moins dans le religieux. Et je pense que le graffiti ou les arts urbains sont la finalisation de cette différence entre l'art sacré et l'art profane. Il n'y a pas du tout de religieux dans le graffiti, jamais, jamais, jamais. J'en ai jamais vu, dans l'art urbain ça n'existe pas, mais ils ont tous les codes de l'art religieux, c'est ça qui est étonnant. Plus que d'autres, par exemple, plus que Mondrian. Mondrian, c'est totalement abstrait, on pourrait croire qu'il y a plus de spirituel dans le travail de Mondrian, moi je ne pense pas. Je pense qu'il y en a beaucoup plus dans le graffiti, mais sans le savoir. Mais il est profane. Voilà, c'est intéressant en fait. C'est intéressant, la notion de spirituel profane. Ouais, mais c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé en fait. C'est en étant en Syrie, parce que j'arrive dans un pays où le graffiti n'existait pas, et je sortais de Paris-Tonka, et il y avait beaucoup de murs qui étaient des murs peints à la gloire du président Hafez el-Assad, c'était beaucoup de murs de propagande, et sur place, bon, vu que je travaillais au Centre culturel français, là j'ai commencé à rencontrer des artistes, des calligraphes, et j'ai bien vu la différence, ils faisaient bien la différence entre l'art sacré et l'art profane. Et c'est en rentrant en France que j'ai compris beaucoup de choses grâce à eux. Et le dessin en bande dessinée, c'est pareil. Ça reste un dessin appliqué. C'est pour ça que c'est très complexe. Hein. D'ailleurs, je me suis amusé à demander à des copains dessinateurs avec qui j'ai bossé de faire des murs. C'est une catastrophe. Donc, ils peuvent dessiner n'importe quoi avec un crayon, mais avec une bombe, ils n'arrivaient pas. Parce que ça demande quand même de... C'est pas pareil.
Vraiment pas. Parce qu'ils n'ont pas le contact avec le support. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand on parle avec une bombe, on n'est pas contre un support. On est entre nous et le support, il y a du vide. Et ça fait la différence avec le dessin, en fait. Oui, je trouve que c'est important de faire de dire que les tags, c'est vraiment la partie calligraphique, même si c'est profane, du graffiti writing, et la partie graphe, c'est la partie typographique de tout ça. Après, tout ça, c'est fait la plupart du temps de façon totalement inconsciente. On le fait parce qu'on aime bien et on ne réfléchit pas plus loin que ça, en fait. Mais ça reste effectivement une calligraphie et une typographie, mais c'est vrai que le geste est super important de par le fait qu'on n'a pas ce contact. Et on fait en fait juste une chorégraphie devant un support tout en projetant de la peinture. Mais on fait des gestes dans le vide. Merci en tout cas. Tu veux dire quelque chose peut-être, Anne? J'ai plein de trucs, Alors, j'entends bah, plein tu de vas trucs, prendre mais le je vais micro, pas parce couper la parole. Donc, tu vas prendre le micro très vite. Non, c'est pas pour Non, prendre le parce que micro, c'est passionnant. pour discuter. Quoi. Et en fait, Anne, on se connaît depuis une trentaine d'années maintenant. On l'a présenté tout à l'heure un petit peu son travail. Et j'avais envie de lui poser une première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu viens, que le graffiti, que toutes ces cultures-là un petit peu à la marge te passionnent et d'une certaine manière, tu vas la consacrer avec Julien qui est dans la salle aussi. Une trentaine d'années de ta vie. Tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Merci. Moi, en fait, je pense que je suis comme tous les gens qui font du graphe, c'est-à-dire que je suis une enfant, un produit de ma ville. Je suis vraiment vraiment un produit de ma ville. Et donc, depuis 1978, j'observe ma ville. Je suis dans Paris. Paris, c'est ma ville. Je viens de banlieue parisienne, mais j'atterris à Paris. Et tout ce qui se passe sur les murs, il y a une signifiance incroyable. Et donc, avant que le graffiti arrive, il y avait déjà plein d'autres choses. Et la chance qu'on avait, c'est qu'à Paris, il y avait énormément de bâtiments inhabités, enfin qui étaient habités, en fait, qui étaient squattés. Il y avait énormément de squats à Paris. Et donc, les murs étaient à nous, les murs étaient aux gens qui habitaient ces squats. Et après est arrivé le graffiti. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Il y a quelque chose que je voulais, ouais, il y a quelque chose que je voulais dire tout à l'heure quand tu parlais avec Darko et que tu soulevais l'idée qu'il y avait une profusion en fait en termes, pour revenir sur le dessin préparatoire de graffiti, il y avait une profusion et que ça pouvait, enfin voilà, tu constatais ça et que Darko te répondait, ben oui en fait ça interroge pas, ça étonne les gens qui ont l'air de découvrir ça. Mais en fait, c'est tout à fait lié à la façon dont sont considérés, malgré tous les moulinets qu'on fait, et on en fait depuis 30 ans, dont la société considère les cultures dites alternatives. C'est qu'à un moment donné, en fait, on ne prête pas crédit aux gens qui occupent l'alternative et qui font vivre l'alternative, qui sont et qui produisent, parce qu'on a l'impression que dans le geste, il n'y a pas de production de pensée. Et ce qui est important, en fait, ici, enfin pour moi, qui suis commissaire et qui regarde tout ça depuis longtemps, déjà, c'est en tout cas ma compréhension de la chose, c'est que là, le sketch graffiti n'est pas spectaculaire en tant que tel. Ce qui est intéressant au niveau du regard, c'est l'expérience du geste et dont tu en as parlé. Après, tu parles du support et tu fais le parallèle, pardon, parce que j'avais envie de répondre à plein de trucs. Quand tu parles du support, tu dis entre le papier du dessinateur de bande dessinée, qui est en général en slip sur sa table à dessin, et qui est comme ça. Nous, c'est voilà, c'est l'image qu'on s'en fait depuis 35 ans.
le graffeur, tu vois, et la bombe. Mais en fait, effectivement, vous avez l'expérience l'expérience en fait, voilà. Mais c'est un geste de peintre en fait, tout simplement. Hein. Donc il y a, pour revenir au dessin et à ce que tu disais sur le designo, en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue de l'histoire de l'art, c'est que le dessin, on ne va pas repartir très, très loin, mais c'est que le dessin, effectivement, au départ, n'était qu'une étape, une étape qui n'était pas ni valorisante, ni à valoriser. Et qu'en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue étymologique, puisque tu en as parlé, hein, c'est que le dessin en tant que tel est devenu cette étape qui cristallise l'idée que toi, en tant qu'individu, créateur, artiste, tu as un dessin, c'est-à-dire un projet dans la tête. Donc ça, c'est la première étape. Et qu'ensuite, si tu es artiste, tu réussis à formuler ce dessin en dessin AIN. Et ça devient la peinture. Donc il y a tout un process en termes de dessin qui n'a rien à voir avec le dessin d'études proprement dites. Là, alors vraiment pour parler du dessin, parce qu'on est là pour parler du dessin. Hein. Donc le dessin en tant que tel, enfin moi, le regard que j'ai sur les dessins et qui m'excite vraiment, quand je vois un dessin qui me parle réellement, qu'il soit de recherche, d'intention, d'étude, c'est ce passage invisible. Je vois qu'il n'y a pas que le projet dans le dessin, mais il y a déjà l'individu. Voilà. Donc c'est la différence entre un dessin scolaire, où on prépare un projet, ben voilà, d'accord, on prépare un projet, mais il y a aussi l'idée de préparer un projet et ensuite de le projeter complètement ailleurs. Et ça, c'est une dimension dont toi, tu n'as pas parlé, mais je pense que toi, tu es bien dedans. Pardon, hein, je ne connais pas ton boulot. Je connais bien le boulot d'Arco. Et ce que je veux dire, c'est que c'est cette distance qui, avec les artistes, n'existe plus, en fait. On ne parle ni de médium, ni de support. Mais on parle vraiment d'expérience. Voilà. Qu'est-ce que... Quand tu vois, par exemple, si on voit cette illustration, est-ce qu'il t'arrive souvent de rencontrer les artistes qui réalisent ça, ou est-ce que ça se fait par des biais je pose cette question-là parce que, de la même manière que moi, souvent, ça m'a surpris quand je voyais des graffitis ou des graphes ou des tags, de les voir dans la rue et de rencontrer celui qui les avait produits. Et je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était dans ces sous-cultures, entre guillemets. Oui, voilà. D'abord, ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Et ensuite, c'est la fin, c'est ça? C'est cuit. D'abord, ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Donc, il y a des obsessions. Et les obsessions, quand elles sont fondées, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment là, tu es obligé d'aller voir qui est au bout. C'est vraiment, c'est de facto, quoi. Tu peux pas laisser un désir comme ça vagabonder dans le vide. C'est pas possible. Quand il te remplit complètement, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Donc effectivement, bien sûr, on rencontre, à force, il y a beaucoup de gens aussi avec lesquels je travaille que je n'ai pas encore rencontrés, mais avec lesquels je discute beaucoup, avec lesquels j'ai beaucoup d'échanges, mais qui ne sont pas du face-to-face. Voilà, il y a ça, et puis voilà, ça répond à ta question. Ouais. Voilà. C'est souvent étrange, même quand on voit des peintures, de rencontrer l'artiste, parce qu'on projette toujours une œuvre sur la personne qui l'a faite. Et j'ai souvent des rencontres comme ça, et surtout dans le graffiti, ça m'a vraiment frappé. De rencontrer des gens, et je pense qu'il y a quelqu'un comme Hermès, même si c'est pas un parangon, voilà, il y a ce qu'il fait et le personnage. Et, du coup, ça m'a toujours fasciné. Juste un commentaire rapide, en fait, c'est une des choses qui m'a attiré vers ce moyen d'expression, vers cet art, parce qu'on voit une peinture de quelqu'un, on apprécie la peinture ou pas, peu importe, mais on voit une ou plusieurs peintures de quelqu'un, on s'imagine
un individu, mais on ne sait pas s'il est grand, petit, si c'est un homme, une femme, on ne peut pas savoir. Et donc on ne peut pas avoir de préjugés par rapport à cette personne. Et c'est un des aspects qui m'a fasciné dans cette culture. Je vais parler de souvenirs de Paris-Tonka, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, comme on l'imagine maintenant. Donc comment je cherchais les personnes qui peignaient. Tu parlais de... Moi j'habitais sur la ligne 13, donc en fait, pour essayer de trouver des gens qui taguaient, j'étais dans le métro et dès que je voyais quelqu'un qui avait une tache d'encre sur le pantalon, qui avait un look un peu comme ça, qui regardait beaucoup plus les tags que la moyenne des gens, j'allais le brancher directement. Une fois j'étais assis place de la Sorbonne, et j'étais avec un copain, on était en train de boire un verre, et il y a Seyo qui arrive juste devant nous, il se met à taguer sur une porte. Et on savait qu'il habitait, que quelqu'un de sa famille habitait à Malakoff, parce que entre le métro et l'endroit où cette personne habitait, il avait tagué partout. Et je ne savais pas comment il était. Et on m'avait dit c'est un grand noir. Donc vous imaginez quand je vois Seyo devant moi, ben non c'est pas du tout ça, c'était pas du tout un grand noir. Et en fait pendant toute cette période, soit on me décrivait quelqu'un qui était petit, avec la boule à zéro. En fait on a toujours décrit des personnes qui ne correspondaient pas à ce que j'ai eu après. Mais la chose qui faisait qu'ils avaient tous, ils faisaient tous du graffiti, c'est qu'ils regardaient les tags. C'est comme ça que, en fait, c'était ma manière de découvrir qui était qui. Et quand on arrivait sur un terrain, je regardais, il y avait personne ne prenait des photos à l'époque, il y avait parfois des gens qui se baladaient, et en fait, je regardais ceux qui regardaient les tags autour du graffiti, en fait. C'est ça qui les intéressait le plus. C'était pas de savoir qui avait fait le graphe, c'était qui avait tagué au-dessus de leur graphe. Et donc, souvent, c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes par hasard, et notamment, Seyo, je l'ai suivi après, on l'a branché, on l'a rencontré comme ça. Après, il y a des personnes qui étaient dans mon collège et après dans mon lycée, à force de voir les tags qui allaient de leur classe, il suffisait de regarder la tache d'encre. En fait, on découvrait les taggers plus avec les taches d'encre au niveau de la poche. Je sais pas, c'est... Ouais. Les chaussures. Les chaussures, voilà, c'était les deux. On ne regardait pas le visage, hein, c'était le regard, où est-ce qu'il regarde, les chaussures et la tache d'encre. Surtout à l'époque de la choreo, après c'était flagrant. Ah oui, c'est clair. Les mêmes méthodes employées par la police. Non, alors la police, franchement, on a récupéré, parce que j'ai beaucoup d'archives, j'ai récupéré des publications du syndicat des commissaires à l'époque, et ils décrivaient les taggers comme des personnes de type maghrébin ou africain, habillés en raka. Alors tu vois toute la liste, en fait, ils ne cherchaient pas dans la bonne direction, hein, parce que j'en ai pas vu comme ça beaucoup. Il y a des mecs qui taguaient avec des chemises, avec une cravate, il y avait de tout. Il fallait être discret en fait. Chemise, cravate. Ah ouais, il y en a. Discret, Il était en Si tu chemise vois cravate. quelqu'un comme Gérard Zloty-Camien, qui était Bah oui, encore c'est le ça. grand-père, lui il était avec l'attaché case et la bombe à l'intérieur de Tu l'attaché pouvais pas le case. soupçonner, ouais. Ah bah, Bah non. non. Et vous allez sortir donc avec Hey, il est déjà sorti d'ailleurs un numéro consacré au dessin. Alors quand on voit des dessins comme celui-ci, qui sont d'une complexité incroyable, qui sont fouillés, qui sont presque de l'ordre de l'œuvre d'art au sens, on dirait d'une peinture, c'est une œuvre d'art. Ça n'est que du dessin. Ce n'est que C'est du une dessin. œuvre d'art. Voilà, mais justement, quel est le saut que l'on fait, par exemple, entre ce dessin épuré, qui peut être une forme, une esquisse, et ce genre de dessin-là, où là on est vraiment dans une relation au dessin qui est presque une relation à la peinture. C'est nous, enfin moi, donc Julien et moi, on vient d'une culture, de la naissance du punk, où on pouvait passer, alors je vais être grossière, mais c'est pour qu'on se comprenne bien, on pouvait passer 3 jours sans dormir dans la boue, blindé de produits, et avoir un bouquin de Rimbaud dans la poche. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les choses ne sont pas... elles n'étaient pas appréciées ou appropriables selon leur degré de complexité. Voilà, c'est vraiment... On parle d'énergie, on parle d'ADN, et on parle vraiment d'énergie. Et pour moi, et d'ailleurs c'est le cœur de Hey, c'est-à-dire de réussir à décomplexifier des liens et à rendre visible le lien entre une peinture dite savante
mais qui puise sa pensée dans toute l'expression des discours formulés par les alternatives depuis la fin du XIXe siècle. Donc on a, voilà, c'est le lien pour moi est tout à fait naturel. J'ai on a très longtemps avec Julien admiré des œuvres dans la rue qui nous touchaient, qui étaient vraiment. C'était pas une question de placement, bien sûr c'était une question de placement, mais c'était plus une question. En fait, ça outrepassait toutes les conditions qu'il vous faut pour bien peindre quelque chose. Et nous, en recevant, en fait, on n'était plus dans cette idée de complexité comme ça, on était juste sur l'idée d'une énergie, et quand l'énergie, elle est exactement inscrite et exprimée comme elle a été pensée, là, il n'y a plus de distance de rien. Donc il n'y a plus la distance entre l'artiste et ce qu'il fait, et il n'y a pas de distance entre l'œuvre et celui qui la regarde. Et c'est ça qu'on partage, en fait. Voilà ce que j'ai compris. Il faut me dire, hein, parce que des fois je ne fais plus. Mais non, mais vas-y, c'est bien aussi, comme ça. Est-ce que vous avez des questions aussi, peut-être? Moi j'ai une question. Parce que vous avez parlé de dessiner sur le mur et d'utiliser une bombe. Ce qui est street artiste, c'est qu'il y a une interaction avec le mur. C'est le mur qui décide comment le visuel va être fait. Et ça peut changer là. Et ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il y a une idée et on met l'idée sur le mur. Alors oui, il y a une idée qu'on met sur un support, que ce soit un mur ou une voiture ou autre chose, un bus, un tableau. Mais après, on est quand même obligé de s'adapter au support. Donc on met cette idée sur un support, mais c'est pas un autocollant. On ne prend pas le dessin et on le projette tel quel sur le mur et puis vienne ce qui pourra. On est obligé de s'adapter au support parce qu'il y a un renfoncement, un changement de matière parfois, ou alors c'est une surface qui est plane ou une surface qui ne l'est pas, qu'il y a des fenêtres ou pas, etc. Ou que le support est courbé ou pas, et parfois le contexte fait que, alors ça peut être le temps ou la visibilité qui fait que on est obligé de s'adapter, mais c'est toujours une adaptation. Donc on le reproduit, mais tout en s'adaptant. Et c'est ça aussi la partie spontanée du support. Il y a une autre partie qui est, est-ce qu'on rencontre le mur, et il y a des détails et des vernis au début, est-ce que ça change ce que vous faites? Adapter, ça veut dire pour moi que vous changez un petit peu. Je sais, les œuvres étaient très verticales, on les met un petit peu en biais parce qu'il faut passer par là. Mais est-ce que ça peut changer complètement l'approche? Alors, complètement, alors oui et non, ça dépend des cas. C'est vraiment, on est très très libre en fait. Donc du coup, si on a prévu de passer un trait à cet endroit-là et qu'à cet endroit-là, il y a une barre métallique qui empêche, ou un clou qui empêche de faire ce trait, on le fait un petit peu à droite ou à gauche. Mais on essaye d'adapter, d'avoir quand même un rythme et une harmonie d'ensemble et que ça reste quand même esthétique en fait. Je réponds à la question ou pas du tout? Ça répond à la question, mais je suis quand même surprise par la réponse des gens. D'accord. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous surprend en fait? En fait, ce qui me surprend, c'est que ce que j'entends encore, ce que je comprends plutôt, c'est que vous avez une esquisse, vous avez un dessin, vous avez une idée très claire de ce que vous voulez faire. Et il y a l'adaptation pour la surface. Il y aura une adaptation si c'était une toile, si c'était une pièce de métal, une voiture. Mais c'est toujours l'idée initiale qui est mise en œuvre. Et qu'il n'y a pas ce que j'appellerais une prononciation et c'est quoi le nom? Merci,
adaptation de ce qui se passe et que ça change et ça peut être complètement autre chose. Alors, si, il y a une adaptation par définition, parce que si on, alors parfois on dessine quelque chose, on ne sait pas où on va réaliser la peinture, si ça va être sur un mur de telle ou telle taille, ou tel support, on peut le faire plusieurs fois. En revanche, il y a toujours une adaptation. Le dessin, à la base, il est en noir et blanc, la plupart du temps. En tout cas, l'esquisse dont on se sert pour faire une peinture murale, par exemple, elle est en règle générale en noir et blanc, donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il y a une adaptation. Et forcément, si on reproduit ce dessin-là, je ne sais pas, sur un mur, une voiture, un textile, autre chose, il y a toujours une adaptation, donc il y a une conversation. Et parfois, tu l'as dit Tariq, on reproduit le dessin plusieurs fois, c'est un peu comme une répétition pour un chanteur, ou un comédien, il répète, et après, le contexte fait qu'il s'adapte à l'instant présent, en fait. Donc il y a toujours une conversation. Il y a peut-être une chose, pardon. Madame, je pense qu'elle a aussi, pour aller plus loin, il y a des personnes aussi, quand ils peignent, avant de peindre, ils vont voir le lieu. C'est une autre démarche. Ça, c'est certaines personnes qui vont utiliser le lieu pour l'intégrer dans leur œuvre et vont faire des anamorphoses, par exemple. Tous les graffeurs que je connaissais font ça. Tous. Des repérages. Non, mais en fait, Darko a raison et il y a plusieurs manières d'appréhender le graffiti. En fait, quand tu arrives devant un mur et que tu as envie de peindre, tu vas peindre ce que tu as répété tellement de fois, tu le fais naturellement. Mais il y a des personnes qui vont se dire, tiens, quand vous êtes dans un in situ par exemple, quand on était à la Cité internationale à Porte d'Orléans, à Porte de Choisy, on avait un étage, on était plusieurs à peindre dans des étages comme ça, et on devait faire en sorte que ça soit intéressant pour les gens qui se promènent, pour qu'ils puissent voir, parce que tout allait être détruit et tout allait être reconstruit, pour qu'ils puissent voir un mur de près, un mur de loin, voir des anamorphoses. Ça, c'est parce qu'on connaît le lieu à l'avance. Donc on va travailler l'esquisse en fonction du lieu. Mais quand vous êtes en mode je me promène et tiens, j'ai envie de peindre, ce qui arrive souvent d'ailleurs, hein, et ben là on s'adapte à la surface, mais c'est notre dessin qui s'adapte. On n'intègre pas le support dans la perspective de créer une œuvre entre le support et le dessin, quoi, et la peinture. C'est souvent ceux qui font des anamorphoses ou ceux qui... par exemple, moi je fais des masques, j'aime bien les arêtes, j'aime bien faire des murs, des angles de murs. Pourquoi? Ça me permet de faire des choses intéressantes. On peut voir le masque de profil, on peut le voir de face différemment. Et ça, c'est quand je sors, je cherche un mur de ce type. Et si je n'en trouve pas, eh ben, je vais faire un masque de face. Je pense que toi c'est pareil. Parce qu'à l'époque de Paris ton quart, Darko m'avait emmené à un endroit où il y avait peint des murs et des wagons. Donc il y avait les deux, tu te rappelles? C'était dans la banlieue nord. Un nez, ouais. Et parce que comme je suis en train de les scanner, je viens de les revoir. Et donc les mêmes murs, vous aviez des murs, tous les murs là de côté rail étaient peints. Et vous aviez les wagons qui étaient peints. Et ben c'était pas la même chose, hein, je vous assure. Hein. Il y avait un loup par exemple, on avait l'impression qu'il arrivait sur vous. Alors que la même chose sur le mur, eh ben, on n'avait pas la même sensation parce que le wagon est bombé. Donc vous avez du volume dans le graffiti. Alors qu'un mur, forcément vous n'avez pas de volume et vous voyez une chose en 2D, quoi, tout simplement. Et le graffeur en fait, il ne faut pas l'oublier, quand il est en mode non légal et donc il fait de l'illégal, il ne se pose pas ces questions-là. C'est le spot qui l'intéresse, c'est pas du tout est-ce que le mur va me plaire ou pas, c'est est-ce qu'il va être visible ou pas. Quelle est la part d'improvisation? Vraiment important pour moi, et vous en parliez juste avant, est-ce que le spot ça existe encore à votre niveau à vous? Oui. Cette sensation du spot. Ça veut dire quoi à votre niveau à vous? Des gens qui sont réussis dans le graphe. Ça veut dire quoi réussir dans le graphe? Non, c'est intéressant. C'est réussir à solliciter juste grâce à ça, pas être obligé de travailler en même temps, de faire plein de boulot en même temps alors que t'es graffeur. T'es connu dans tout Paris, tous les graffeurs, tu connais Skli, etc. Tu fais partie de quelque chose, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce moment-là, justement, comment on le sent? Quand c'est devenu de l'art pour vous? À la place du simple réflexe. Du simple réflexe, pour moi c'est pas un simple réflexe, je vais poser le nom de mon
gros, quelque part. Comment ça a changé cette business? Alors personnellement, j'ai pas l'impression d'être arrivé où que ce soit en fait. Donc le chemin il continue en fait. Pour moi. Mais t'es arrivé à un chemin justement, et j'aimerais. J'en sais rien. C'est pas fini en tout cas. Donc le chemin il continue. Je cours toujours. C'est une question d'âge. Par exemple, quand Darko ou moi on se fait arrêter en train de faire un mur, on a payé une autorisation, les flics sont plus jeunes que nous en général. Donc moi ça m'est arrivé, et ils ont du mal à nous mettre une baffe déjà. Alors, quand j'étais ado, c'était moyen, on me demandait de montrer ma carte de séjour alors que j'étais français. Donc j'avais des blagues racistes, les coups de pied au cul. Mais là, à chaque fois, en fait ce que je m'amuse à faire, comme je fais pas de lettrage, quand je peins sur un mur où j'ai pas l'autorisation, en général, même quand la police passe, ils s'arrêtent pas. Parce qu'il doit avoir une autorisation, en plus il a une tête, il n'a pas une tête d'ado. Et en fait c'est mon petit plaisir personnel, c'est de faire des murs non autorisés, tout en étant pas caché du tout. Non, alors je suis même pas un costard, je suis normal quoi. Et je l'ai fait à New York aussi, et là j'avais repéré les patrouilles de flics, parce que eux s'arrêtent systématiquement, c'est différent. Mais entre deux patrouilles, les gens dans la rue pensaient que j'avais l'autorisation du commerçant. En fait, il m'avait donné l'autorisation pour une devanture, j'ai fait toutes les devantures. Et après, il m'a envoyé un mail pour me dire ça me plaît, ça va. Mais j'avais pas l'autorisation. Voilà. Mais le fait. Mais, sinon, il faut pas le faire. Mais après, il y a une chose, quand tu dis vivre du graffiti, moi en fait, j'en vis pas. C'est pas ça qui me fait vivre. Donc, c'est la peinture et la bande dessinée. Et le graffiti, quand on me paye, c'est plutôt les bombes. Parce que moi, en fait, j'en fais pour le plaisir. Et quand on me demande une commande, je donne des noms de copains qui savent le faire. Moi, je accepte de faire des murs seulement si je fais ce que j'ai envie de faire. Quitte à ne pas être payé, je m'en fous. Mais c'est un choix. Après, je comprends que des gens fassent des murs payants, mais c'est un autre choix de vie. Il faut les voler. Ouais, mais ceux qui ont des magasins de bombes sont d'anciens graffeurs ou continuent. C'est plus difficile. Il n'y a pas de raison.